Je leur ai dit, moi, je serai pas votre capitaine, parce que vous avez pas besoin d'un capitaine, vous savez exactement ce que vous avez à faire. Par contre, il faut que ce capitana, on le partage entre nous pour justement faire en sorte que les nouveaux qui rentrent se sentent à l'aise le plus vite possible et qu'ils puissent nous apporter quelque chose pour continuer à gagner des compétitions. Et on savait qu'à cette période-là, on avait une équipe qui pouvait dominer. Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir donc Jérôme Fernandez qui est avec nous pour les interviews YouTube by T-Dup. Bienvenue Jérôme dans notre petit studio. L'objectif, c'est que tu puisses nous raconter un petit peu ton histoire, ton parcours et qu'on comprenne un petit peu comment se sont déroulées toutes les étapes que tu as vécues en tant que sportif. Donc merci beaucoup pour ta présence. Merci de m'avoir invité déjà. Avec plaisir. L'idée, c'est que tu puisses nous expliquer pas mal de choses. J'aimerais bien commencer à savoir pourquoi est-ce que tu avais commencé le handball, comment tu as découvert ce sport et quels étaient tes premiers pas dans ce sport. Alors, je suis un peu tombé dedans parce que mes parents se sont rencontrés dans un club de handball. Ils venaient du même quartier de Bordeaux. Et ils m'ont eu très jeune, puisqu'ils avaient 22 et 21 ans lorsque je suis né. Et en fait, je les ai toujours suivis dans les gymnases. D'accord. D'abord pour les voir jouer. Et puis, à l'âge de 5 ans, ils m'ont pris ma première licence. Et en fait, j'ai toujours fait du handball depuis tout petit. Alors, j'ai pratiqué d'autres sports pendant mon enfance en parallèle, comme le tennis de table ou le foot, comme beaucoup d'enfants. Mais au handball, c'était là où j'étais le plus à l'aise et puis là où je connaissais le plus de monde. Et donc voilà, mes parents ont joué, arbitré, coaché, étaient dirigeants. Okay. Donc naturellement, j'ai grandi dans ce milieu-là jusqu'au moment où je me suis retrouvé parmi les meilleurs d'Aquitaine. Donc j'ai pu prétendre rentrer dans un pôle fédéral à côté de Bordeaux à Talence. J'ai fait la journée de détection, j'ai été pris et ça a été l'été où il y a eu les Jeux de Barcelone et où l'équipe de France a obtenu sa première médaille de bronze au JO. Ce qui fait qu'on a commencé à croire qu'on pouvait peut-être gagner des choses avec l'équipe de France et que peut-être qu'un jour le handball deviendrait professionnel comme le foot et le rugby auparavant. Ok. Et du coup, ça a été, c'était naturel pour toi de te dire, je vais devenir pro dans le handball et. Alors pro non, parce que comme je disais, on n'en faisait pas son métier. Moi, à l'âge de 16 ans, j'ai quitté mon tout petit club de Carbon Blanc pour aller au Girondins de Bordeaux, qui était le club phare de la ville. L'équipe première évoluait en première division et l'équipe Espoir participait au championnat U21. Donc quand je suis arrivé à 16 ans au Girondins, c'était d'abord pour faire mes preuves en espoir. Et puis, ça a été relativement vite, puisque un an après, l'entraîneur de l'équipe élite m'a aspiré sur les entraînements et a commencé à me faire des matchs en première division. Et suite à cette saison-là, quand j'ai eu 18 ans, je suis rentré en équipe de France espoir. Donc, ça a un petit peu lancé on va dire mon début de carrière vers le haut niveau. Mais les joueurs avec qui j'évolue à l'entraînement ou en match quand je jouais avec l'équipe 1 travaillaient à côté pendant la journée et s'entraînaient le soir après la journée de travail. Donc, ils n'étaient pas professionnels de handball. Et finalement, le handball s'est professionnalisé à la fin des années 90 pour les meilleurs clubs. Et c'est le moment où moi, j'ai émergé et où je suis parti à Toulouse en 97. Donc, j'ai pu en faire mon métier alors que c'était pas prévu au départ. Je voulais faire professeur de sport. Ok, ouais, donc t'es vraiment arrivé au bon moment, à la bonne période pour pouvoir te lancer en tant que pro. Génial. Et du coup, t'as enchaîné après pas mal de compétitions dont on parlera un petit peu après, dont les Jeux Olympiques. Pour toi, quel a été pour l'instant l'événement un peu le plus marquant que t'aies eu dans ta carrière et C'est difficile d'en choisir un en particulier parce que j'ai eu la chance de participer à beaucoup de compétitions, d'en gagner aussi beaucoup. Il y en a un pour moi qui a été fondamental de titre, ça a été le premier avec l'équipe de France en 2001, puisque moi je suis rentré très jeune en équipe de France, fin 97, j'avais 20 ans, et je me sentais pas vraiment légitime de jouer à côté de certains barjots qui avaient été champions du monde 2 ans auparavant, et Daniel Costantini, le sélectionneur, qui est originaire de Marseille, avait pour projet justement de monter une équipe avec une ossature d'anciens qui avaient déjà gagné et des jeunes de ma génération qui amenaient une plus-value en termes de potentiel, mais qui avaient encore beaucoup
à apprendre. On était un petit peu des diamants bruts à polir. Et donc, il s'est donné 3-4 ans pour faire entrer au fur et à mesure ma génération, acquérir de l'expérience sur les compétitions style championnat d'Europe ou championnat du monde, qui se sont à chaque fois soldés par des places d'honneur. On n'était jamais en demi-finale. Mais voilà, il voulait préparer ce mondial 2001 en France, puisqu'il savait que la France allait organiser ce mondial. Et il a réussi son coup, puisqu'on est arrivé en tant qu'outsider, mais jouant à la maison. Donc, tout le monde nous craignait, mais on faisait pas partie des favoris. Il y avait à l'époque la Russie et la Suède qui dominaient. Et puis finalement, au fur et à mesure du parcours, on a pris confiance. On a été très très soutenu par le public français. Et quand on est arrivé à Bercy pour les demi-finales, on s'est senti pousser des ailes à jouer devant 15 000 Français. Et ça nous a porté, alors en demi-finale contre l'Égypte, bien sûr, mais là, pour le coup, on était un petit peu favori face aux Égyptiens. Par contre, pour la finale contre les Suédois, on était complètement outsider. Et d'ailleurs, on a gagné grâce à un coup de génie de Grégory Anquetil à la fin du temps réglementaire qui nous envoie en prolongation. Et avec le soutien du public, on a réussi à gagner les prolongations, mais c'était pas du tout attendu. Nous, on était déjà très heureux d'être en finale contre les favoris. Et on se serait contenté, entre guillemets, d'une médaille d'argent. Mais voilà, le destin a décidé On a que décidé ce jour-là, on autrement, allait ouais. gagner. Et ça a été vraiment le titre qui a lancé ma carrière à l'international, puisque derrière, j'ai été contacté par Barcelone, le Barça qui était mon club de cœur depuis tout petit et dans lequel je rêvais de jouer, mais je pensais jamais avoir le niveau. Et aussi, ça a lancé ma carrière en équipe de France parce que derrière, on a enchaîné beaucoup de médailles et de titres. Et finalement, c'est une aventure qui a duré 18 années, dont 7 comme capitaine. Ouais, c'est vrai que du coup, ça doit être un événement assez marquant quand tu Le te dis fait que de ça jouer en France, c'est t'a... toujours particulier. Et ceux qui vont faire les JO cet été vont vraiment le ressentir. Ouais, bah, ça doit être assez incroyable de vivre ces émotions-là et de te dire que tu représentes du coup ton pays. T'as d'ailleurs été capitaine de l'équipe de France. Qu'est-ce que ça donnait en termes de pression par rapport à l'équipe, la gestion de justement de toute l'équipe, des humeurs de chacun. Comment tu gérais tout Déjà, ça? c'était un rôle que j'avais pas du tout anticipé. Alors, on savait que Olivier Giroud, suite au JO gagné à Pékin, allait arrêter sa carrière internationale et qu'un nouveau capitaine serait désigné par le staff. Mais c'est vrai que dans ma génération, je voyais plus des joueurs comme Thierry Omeyer, Bertrand Gilles ou Didier Dinard porter le brassard parce que c'était des leaders sur le terrain, mais c'était surtout des leaders de caractère dans le vestiaire et des gens qui tiraient l'équipe vers le Vers le haut haut, ouais. parce que ils ne supportaient pas de perdre. Et finalement, le staff m'a choisi à ma grande surprise. Il a fallu que j'assume et finalement, ça s'est plutôt bien passé. Alors, comme j'ai dit dès le départ à mes copains de ma génération, j'ai dit moi, je serai pas votre capitaine parce que vous n'avez pas besoin d'un capitaine. Vous savez exactement ce que vous avez à faire. Par contre, il faut que ce capitana, on le partage entre nous pour justement faire en sorte que les nouveaux qui rentrent se sentent à l'aise le plus vite possible et qui puissent nous apporter quelque chose pour continuer à gagner des compétitions. Et on savait qu'à cette période-là, on avait une équipe qui pouvait dominer. Ok, donc Donc j'ai vraiment voulu partager maintenir. ce rôle-là avec les anciens, avec ceux de ma génération. Et j'étais plus le capitaine des jeunes et des nouveaux que le capitaine vraiment de l'équipe. Ouais, mais pourquoi tu penses que, enfin, pourquoi t'étais surpris justement d'être élu pour ce rôle de Parce capitaine? que je suis d'un caractère assez facile, gentil, et que j'étais persuadé que le staff allait absolument vouloir mettre en place quelqu'un qui allait, entre guillemets, mettre de l'ordre dans le vestiaire et dans l'équipe. Et en fait, leur explication, ça a été que comme je m'entendais bien avec tout le monde, et notamment avec le staff technique et le staff médical, ils souhaitaient que je crée du lien entre les différents groupes d'affinités. Au début, ça n'a pas été facile parce que moi, j'ai plutôt tendance à penser à l'équipe et aux autres déjà, mais là, Ouais. c'était encore plus présent pour moi face à ce nouveau rôle. Et il a fallu que je reste aussi concentré sur mes Tes performances performances individuelles. individuelles, ouais, c'est Parce ça qui est que plus si t'es facile. pas bon, tu perds de la crédibilité dans tes speeches d'avant-match, dans les réunions pour préparer les compétitions ou les matchs. Et donc voilà, c'est vraiment un rôle particulier, mais ça a été quelque chose de plaisant. Comme je l'avais dit, je m'y attendais pas.
moi, j'avais déjà gagné les 3 titres principaux avec l'équipe de France. Je me posais un peu la question de laisser la place aux jeunes et tout ça. Et forcément, quand on vous nomme capitaine, on est un peu obligé de continuer l'aventure. Oui, c'est une Et ouais, responsabilité. c'est supplémentaire, exactement. Et finalement, ça a été génial parce que ça a été 7 ans de ma vie où on a soulevé 6 trophées en 8 compétitions, où en plus on a intégré une nouvelle génération qui a continué à gagner derrière. Donc voilà, le rôle a été complètement Rempli. ouais, accompli, quoi. Et du coup, qu'est-ce que tu en retiens de cette expérience de capitaine? Par exemple, si on transpose ça en entreprise, nous on le Mmh. fait pas mal avec TeedUp. C'est vraiment toi, tu travaillais vraiment sur la cohésion de l'équipe, sur chacun avait Mmh. sa responsabilité, un peu de devoir faire en sorte de faire gagner l'équipe, ou comment tu boostais ton équipe si justement il y avait une baisse de motivation pour certains, Bah, des tensions? principalement, je remontais le moral de ceux qui étaient passés à côté d'un match ou d'une compétition, ou qui étaient dans une période, un peu moins réussite, on va dire. Oui, Et puis quand, ça marchait très bien, beh, je félicitais tout le monde et voilà, et je leur disais: «Il faut qu'on continue comme ça, faut pas qu'on se relâche» et cetera. Mais j'étais pas le seul à le faire, ouais, donc ouais, vous étiez dans voilà, une c'était une dynamique oui, oui, un positive. discours parmi tant d'autres, mais qui venait, rajouter, Non, on mais va c'est quand dire même de un la rôle hyper crédibilité. important, Oui, j'imagine. alors par rapport à l'entreprise, alors moi déjà c'est un rôle qui m'a beaucoup aidé parce que je voulais devenir coach derrière. Et en fait, c'est un peu un intermédiaire entre joueur où tu penses à toi, à tes performances et tu essayes d'aider l'équipe, mais tu es surtout centré sur toi et sur tes performances. Au rôle de manager où tu penses que au groupe et toi, entre guillemets, tu n'es plus acteur. Oui, Donc finalement, ça a été un rôle qui m'a beaucoup aidé pour être coach par la suite. Et dans une entreprise, je dirais que c'est presque un rôle de manager ou de directeur général qui est en dessous du patron, qui est là pour faire le lien justement avec le patron ou les dirigeants et les qui collaborateurs, essayent de voilà de mettre tout en place pour que ça y ait de la productivité, on va dire, et les collaborateurs qui sont en dessous et qui sont là pour bah, faire tourner la machine. Et ouais, finalement, c'est un rôle qui m'a beaucoup plu malgré tout, parce que je me sentais pas au début forcément capable ou forcément légitime, quoi. légitimes, ouais, puis finalement, tes résultats étaient plutôt positifs. Ouais, après, comme on dit, on apprend sur le tas, et voilà, c'est comme ça. Ouais, ouais, ça se fait un peu au feeling. Et du coup, effectivement, tes performances individuelles, j'ai vu que tu avais marqué, il me semble, 1 463 buts. Ouais, tu es bien renseigné. Je suis bien renseignée, et c'est énorme. Du coup, raconte-nous un petit peu, parce que je crois que tu es meilleur buteur de l'histoire. Oui, je suis pour l'instant recordman du nombre de buts. Après, c'est un petit peu comme l'ensemble de ma carrière, c'est-à-dire que moi, quand j'étais gamin, je rêvais de jouer au Girondins de Bordeaux et peut-être un jour où je serai à maturité physique, tactique, mentale, être sélectionné quelquefois en équipe de France. Bon, mais là, c'était un peu pareil. Quand je suis rentré en équipe de France, je m'attendais pas à y passer 18 années. J'avais pas du tout en ligne de mire le nombre de sélections ou le nombre de buts marqués. C'est venu au fur et à mesure. En fait, j'en ai pris conscience sur la prépa des JO de Pékin parce que, en fait, j'ai dépassé les 1000 buts. Et il y avait qu'un joueur qui avait réussi à faire ça, c'était Frédéric Voll avec 1016 buts. Et lui, c'était un peu mon idole à mon poste. OK. Et donc, bah, pendant cet été-là, je l'ai doublé. Donc, je suis devenu recordman. Donc là, je me suis dit, waouh, là, il y J'ai a du atteint un chemin certain stade, de parcouru quand même. ouais, ouais. Et puis finalement, le fait de jouer avec des grands joueurs pendant ces 18 années, ça m'a permis de manière récurrente de marquer beaucoup de buts en moyenne. Et lorsque j'ai arrêté et que j'ai regardé bah, ce que j'avais réalisé, je me suis dit waouh, c'est incroyable de marquer 450 buts de plus que Frédéric Voll et bien plus que les autres. C'est vraiment quelque chose que j'avais pas Tu imaginé. réalisais pas, ouais, enfin, Mais par contre, voilà, j'avais Nicolas Karabatic qui arrivait fort derrière et je regardais sa moyenne de buts par match et je me suis dit bon, de toute façon un jour il me dépassera parce que c'est quelqu'un qui va durer, parce que c'est un passionné et puis il se donne les moyens justement de bien s'entretenir physiquement. Et puis finalement, il a eu quelques pépins physiques là en fin de carrière, donc il a raté quelques rendez-vous et puis sa moyenne de buts a beaucoup baissé aussi. Donc du coup, il va même pas réussir à me doubler, donc tu as gardé, je vais pouvoir garder ton ce poste, record pendant de encore quelques années, a priori. génial. Et d'ailleurs,
Ce record, t'es allé le chercher, donc tu le dis, hein, il y avait l'esprit un peu de compétition qui te motivait, qui te disait moi aussi je peux tout donner, etc. Mais qu'est-ce que tu penses que quel était le moteur justement de cette motivation, de cette persévérance, de te dire je continue Bah, le moteur pour moi c'était la passion, parce que je suis né dans cette discipline et que même en fin de carrière, je me levais le matin, j'avais mal partout, mais je prenais du plaisir à aller à l'entraînement et à pratiquer même 2 fois par jour. Et finalement, ça a été le moteur principal pour moi sur, on va dire, la deuxième partie de carrière, quand tu passes les 30 ans, parce que les rythmes sont dingues. On enchaîne les compétitions, on enchaîne les matchs avec les clubs aussi. C'est des saisons qui durent 11 mois, on fait 60, 70, 80 matchs par an lorsqu'il y a les JO. Et si t'es pas passionné, au bout d'un moment, Ah oui, en termes d'investissement, la balance elle est pas bonne, quoi. ouais, c'est Voilà. clair. Donc tu t'investis moins. Donc si tu t'investis moins, ben tu baisses de niveau, en tout cas physiquement, ça c'est sûr. Et forcément tu deviens moins performant et le coach Ça se répercute sur tes résultats, ouais, c'est clair. Donc voilà, ça a été le moteur principal, mais je crois que en équipe de France particulièrement, c'était aussi le respect et l'amour du maillot, le fait de pouvoir représenter mon pays. C'était quelque chose d'inimaginable pour moi quand j'étais gamin. Je regardais les JO quand j'avais 11 ans, 15 ans, en 88, en 92, et je me disais, waouh, c'est extraordinaire pour les athlètes de vivre ces moments-là. Tu t'imaginais déjà te dire, ce Non, serait un rêve de participer C'était un aux rêve, Jeux, c'est-à-dire que pour moi, je m'imaginais jamais avoir le niveau pour me retrouver là, parce qu'en plus, quand j'étais gamin, l'équipe de France ne se qualifiait pas pour les Jeux. Ouais, bah ouais, Il n'y a pas le niveau. Donc même si j'arrivais en équipe de France, a priori, oui, tu te disais, bon, on se qualifiait pas, quoi. On n'est pas concerné, quoi. Et finalement, c'est quand je suis devenu adulte que l'équipe de France s'est qualifiée de manière récurrente aux Jeux et a en plus eu le potentiel pour aller chercher des médailles ou des titres. Faut pas oublier quand même que les garçons sont sur 4 finales consécutives, les filles sur 2. Ça ne s'est jamais vu, même pour les nations qui étaient dominantes dans les années 70, 80, 90 ou 2000. C'est clair. C'est quelque chose d'exceptionnel que plusieurs générations ont réalisé, avec en plus des changements, des moments de changement intergénérationnels, mais où finalement on a réussi quand même à pérenniser les résultats et à revenir au top niveau. Donc c'est une grande réussite pour notre discipline. Oui, et à maintenir cette performance d'ailleurs sur plusieurs Jeux. Tu nous as ramené aujourd'hui quelques médailles. Oui, alors il y a la fameuse première médaille de 2001 que j'ai remportée en France. Donc celle-là, elle a bien vu qu'elle a 23 ans. On voit bien que le cordon est fatigué, mais la médaille, elle a plutôt bien résisté. Ensuite, bon, forcément le premier titre olympique à Pékin, parce que c'est, je pense, le titre qui a permis à notre discipline d'être reconnue, voilà, de sortir de l'anonymat du handball, de prendre une autre dimension et de rentrer un peu au panthéon des sports français. Parce que suite à ce titre, il y a eu beaucoup de sponsors, de marques qui se sont intéressés à notre discipline, beaucoup de médias aussi. Moi, quand j'ai commencé en équipe de France, il y avait 2 journalistes qui venaient sur les compétitions internationales. Ouais. En 2012, avant les Jeux de Londres, il y en avait 140. Ça a donné une grosse visibilité au sport. Exactement. Et du coup, après, de Londres, ouais, juste... La médaille d'or de Croatie en 2009. Ok. Parce que celle-là, ça a été mon premier titre en tant que capitaine. Et c'est une compétition un peu particulière pour moi parce que à ce moment-là, mon papa était malade d'un cancer et j'ai appris la veille de la finale qu'il était en fin de vie et qu'il ne voulait pas aller en soins palliatifs parce qu'il n'y avait pas la chaîne qui retransmettait les matchs. D'accord. Donc ça faisait 15 jours qu'il était sous aide respiratoire à la maison. Ok. Et il souffrait le martyre, mais il voulait voir mes matchs. Donc je suis allé discuter avec le sélectionneur, avec Claude Onesta, je lui en ai parlé. Moi, j'étais plutôt chaud pour rentrer chez moi et laisser tomber pendant ces derniers jours. Et lui, il m'a dit non, il faut que tu sois là à la finale, que tu sois bon, qu'on gagne le titre et tu lui ramèneras la médaille d'or. Que tu ailles jusqu'au bout ton engagement. Et donc, quelques jours après la compétition, malheureusement, il est décédé. Donc, c'est une médaille, c'est un titre qui a une saveur particulière, mais pour moi, parce que voilà, c'était le contexte qui faisait ça. Oui, t'as et réussi après la médaille d'or de Londres, Londres, parce que c'était la confirmation de notre domination pendant cette période, puisque à partir de 2008, chaque année, on a gagné un titre. Et ça, c'était incroyable. On a battu tous les records sur cette période-là.
on a en plus changé quelques joueurs, puisqu'il y a une nouvelle génération qui est rentrée après les Jeux de Londres. Et on a réussi quand même à être champion d'Europe en 2014 et champion du monde en 2015 avant de laisser la place aux plus jeunes. Donc, ça a été vraiment quelque chose de formidable. Moi, à Pékin, je me suis blessé au 3e match. Ok. J'ai eu la chance de rester au village, de vivre l'aventure jusqu'au bout, mais en étant un peu frustré de ne pas pouvoir Ouais, être sur le terrain ouais. et aider mes coéquipiers, mais je me suis rendu utile différemment. Et à Londres, par contre, j'ai pu profiter jusqu'à la finale et jouer et vraiment me sentir complètement champion olympique. Ouais, bah, j'imagine que tu devais être fier de pouvoir apporter toutes ces médailles, même par rapport au reste de l'équipe. D'ailleurs, je crois que est-ce que tu es investi d'ailleurs dans les Jeux qui vont avoir lieu cette année? Est-ce que tu y participes d'une certaine façon? Oui, alors j'ai la chance, depuis que je n'ai plus été sélectionné en équipe de France, de vivre les Jeux avec France Télévisions. Ok, super. Donc j'ai commenté les garçons à Rio en 2016. J'aurais préféré être sur le terrain, mais ça c'est un autre débat. En 2021 à Tokyo, j'y suis allé aussi malgré la pandémie, le fait qu'il n'y avait pas de public, etc. On était quand même sur place pour commenter. Il y avait que les journalistes qui étaient là. Et là, pour Paris, France Télévisions me fait à nouveau confiance. Donc je vais pouvoir Génial. commenter l'équipe de France avec, vivre je les l'espère, une Jeux nouvelle finale et si direct. possible victorieuse à Lille devant 28 000 personnes. Ça serait extraordinaire. Ouais, ça va être assez incroyable. Et aujourd'hui, je sais que donc tu t'impliques un petit peu dans les Jeux, mais tu fais aussi d'autres sports. Je crois que tu joues pas mal au paddle. Il me semble d'ailleurs que vous avez un paddle juste après cette interview qui aura lieu. C'est ça. Nouvelle passion, nouveau sport, envie de changer. Alors, pas forcément envie de changer. Moi, j'ai commencé à entendre parler du paddle quand j'ai évolué en Espagne, donc il y a plus de 20 ans, quand j'étais à Barcelone. Et je m'étais dit, bah, tiens, en fin de carrière, j'essaierai parce que ça a l'air sympa comme jeu. Et quand j'ai été écarté du projet Dex en 2020, mon adjoint étant espagnol, il m'a dit, ben, on est au chômage, bien, on va jouer au paddle. Une petite parce partie. que lui, il avait déjà joué. Okay. Il m'a dit, tu vas voir, c'est sympa et tout. Et donc, j'ai commencé à y jouer il y a à peu près 4 ans. Et de suite, j'ai adoré ce sport. Parce qu'en plus, c'est pas traumatisant. On a l'impression quand même de faire du sport et de transpirer. On joue à 2 contre 2, donc c'est assez convivial. Et c'est vrai que finalement, je me suis fait beaucoup de copains et d'amis dans ce milieu-là. Ce qui m'a valu, un an après, de pouvoir même m'associer dans une société qui commercialise des terrains, qui les vend et qui les installe. À Bordeaux, du coup? Non, à Aix-en-Provence. À Aix-en-Provence, Aix-en-Provence. La société s'appelle Work and Paddle. Et voilà. Et puis après, j'ai été invité sur des événements, sur des tournois inter-entreprises où participent aussi des anciens sportifs. Il y a énormément d'anciens sportifs qui jouent au paddle aujourd'hui. Donc voilà, ça fait pratiquement 4 ans maintenant que j'ai une nouvelle passion et que ça me permet de m'entretenir, de faire du sport et de garder la forme. Voilà. Ok. Ouais, malgré. Et du coup, tu continues de jouer un petit peu. Enfin, t'es toujours impliqué dans le hand, mais ça te permet quand même. Je joue plus du tout. Tu joues plus du tout. Non, j'ai fait il y a quelques jours un match de gala à Dunkerque parce que le club fêtait les 10 ans de leur titre de champion de France. C'était très très difficile. C'était difficile. Sauter, réception de saut. Voilà, on sent que les fibres elles sont fatiguées, que les articulations sont pas aussi bien préparées qu'avant. On prend un petit peu de poids après la carrière aussi. Donc non, c'est pas du tout un sport adapté pour si on n'est pas entraîné de façon régulière. Ouais, complètement. Voilà. Et tu as eu quand même un titre un petit peu sympa. Je sais que l'année dernière, tu as été élu au Hall of Fame. Oui, j'ai été intronisé au Hall of Fame, oui, avec d'autres anciens joueurs. En fait, la fédération a créé cela pour mettre un petit peu en lumière aussi tous les résultats depuis plus de 30 ans. Et donc, ils ont décidé de créer un Hall of Fame où les critères pour être intronisé, il faut soit avoir été élu meilleur joueur de la planète, alors on en a quelques-uns, ou soit il faut avoir joué plus de 200 matchs et avoir gagné les 3 titres importants, donc champion d'Europe, champion du monde et champion olympique. Donc ça fait un gros tri quand même. Et c'est assez, on va dire, injuste, je trouve, parce que y a des joueurs qui ont ouvert la voie, notamment les Barjots, qui ont été champions du monde en 95. Mais à l'époque, les championnats d'Europe venaient d'être créés.
Et Daniel Costantini, très clairement, affirmait que les championnats d'Europe, c'était pour préparer les championnats du monde. Donc, il ne les jouait pas vraiment à fond pour les gagner. Okay. Et ces joueurs-là ne sont pas au Hall of Fame, sauf Jackson Richardson et Stéphane Sauquelin, parce qu'ils ont été meilleurs joueurs du monde. Ok, mais ils n'ont pas respecté les critères. Donc, si, les critères, ils sont respectés. Mais c'est vrai que cette génération-là, elle a ouvert la voie, et sans eux, on n'aurait jamais gagné autant de titres derrière. Donc, je trouve que les critères sont vraiment injustes, ou en tout cas trop élevés. Trop strict, ouais. Et enfin, il y en a beaucoup qui mériteraient d'être au Hall of Fame avec ceux qui y sont aujourd'hui. Mais t'es assez humble quand même, parce que tu l'as amplement mérité, toi, aujourd'hui. Oui, mais comme les autres. Comme les autres, ouais. Moi, j'ai tendance à dire que notre génération a pris le relais des Barjots. Ça a été beaucoup plus dur pour eux, finalement, parce qu'ils sont partis de la 25e place mondiale. Eux faisaient des compétitions à une époque où il y avait encore le mur de Berlin. Donc, c'était les voyages en bus. Ils partaient en Russie en bus. Enfin, ils ont changé aussi de charge d'entraînement. Ils sont passés de 4-5 entraînements semaine à 10. Ils ont vécu des choses que nous, on n'a pas vécu, puisqu'on était déjà habitués, on était déjà dans ce cursus-là, quoi. Et eux ont beaucoup plus souffert que nous. L'encadrement était moins bon, le staff médical était moins étoffé. Oui, la préparation physique, c'était le coach qui la faisait, c'était pas un préparateur physique. Donc c'était un peu, on va dire, ceux qui ont ouvert la voie, et sans eux, le handball français n'en serait pas là. Donc voilà, j'aurais aimé qu'il y en ait un petit peu plus de leur génération qui soit au Hall of Fame aussi. Voilà. Ça te permet quand même d'inspirer pas mal de jeunes, notamment de jeunes athlètes. Est-ce que tu es fier de ça, de pouvoir quand même représenter le handball en France Alors, je suis extrêmement fier, effectivement, de représenter un sport qui réussit tant chez les filles que chez les garçons, qui, il y a 35 ans, ne faisait pas partie, on va dire, du meilleur niveau international, et des sports qui comptaient en France. Et je crois que ce qui m'a rendu le plus fier, surtout, c'est quand j'ai commencé à avoir des témoignages après les compétitions qu'on gagnait, de supporters qui étaient du foot, du rugby, du basket, du volley, et qui nous avaient suivis, et qui s'intéressaient à notre discipline parce qu'on gagnait. Et là, je me suis dit, là, ça y est, on commence à toucher d'autres personnes que les fans de handball, donc on a réussi notre coup. Et ça c'est, je pense, une grande fierté pour nous, parce que c'était une mission qu'on s'était un petit peu donnée en 2006, juste avant notre titre européen. Et c'est ce qui a lancé après notre domination, et qui a amené, je pense, beaucoup de respect envers notre discipline. Ouais, ce qui vous a fait briller même auprès des autres sports. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut discuter avec des Zinedine Zidane, des Tony Parker, sans avoir de complexe. C'est clair. Je pense qu'il y a 35 ans, ça aurait été plus les handballeurs discutaient pas avec Michel Platini, quoi. Voilà. Non, complètement. Et aujourd'hui, du coup, je sais que tu fais pas mal de choses, donc notamment jouer au paddle. Tu as d'autres activités avec, notamment, tu disais, quelques associations autour du sport, du paddle. Tu interviens aussi en entreprise pour parfois faire des conférences, ce genre de choses. Quelles sont pour toi les valeurs du sport qui sont importantes de maintenir dans une entreprise pour des collaborateurs, pour justement garder la motivation, une bonne performance de l'entreprise, ces choses-là? Alors, c'est vrai qu'on fait appel à moi avec beaucoup de thèmes qui sont abordés, mais le message principal que je donne à chaque fois, c'est de se respecter tous en tant qu'être humain. Nous, dans un vestiaire de handball, on a des gens qui viennent d'origines et de cultures complètement différentes. Déjà, rien qu'en équipe de France, tu peux jouer avec un Réunionnais, un Antillais, un Alsacien, un Breton, un Corse, un joueur du sud-ouest de la France. Bon, mais voilà, on n'a pas du tout la même éducation, on n'a pas eu du tout la même enfance, mais on arrive, entre guillemets, à s'unir pour le bien du collectif et aller chercher des titres pour notre pays. Et je pense que dans une entreprise, malheureusement, les gens fonctionnent un peu trop individuellement. Il n'y a pas assez de relations. Et moi, je leur dis, il faut que vous arriviez à vous respecter entre vous, à mettre de l'humain dans ce que vous faites. Un esprit un peu collectif. Pas seulement, et puis un sentiment d'appartenance aussi à la marque, à ta société. Parce que je pense que c'est important d'être fier, de dire, moi, je travaille pour telle boîte, j'en suis fier parce qu'ils travaillent bien, ils sont respectés, etc.
Voilà. Et finalement, je pense qu'il y a beaucoup de valeurs du sport de haut niveau, et notamment du sport collectif, qui sont transposables en entreprise. Après, tout dépend de la taille de l'entreprise. C'est sûr qu'une entreprise où il y a 50 000 salariés, C'est plus bon, on va compliqué fonctionner de plutôt mettre. par plusieurs secteurs. Mais voilà, pour tout ce qui est PME, TPE, je pense que ça marche très bien. Il y a vraiment de quoi faire et effectivement aussi leur faire comprendre que c'est bien d'être dans le directif, qui est une hiérarchie, mais c'est bien aussi qu'il y ait de la collaboration, responsabiliser les collaborateurs, les salariés dans ce qu'ils font, Que les gens leur laisser un petit participent. peu de liberté, quitte à leur en enlever après si ça marche pas. Mais je sais que voilà, nous, là où on s'est le mieux exprimé, c'est quand Claude Onesta nous a laissé, entre guillemets, un peu plus de liberté sur le terrain, sur le plan de tactique. Et là, on a pu vraiment, entre guillemets, exploiter notre potentiel. Alors qu'avant, on était un petit peu bridé par ce qu'il nous demandait. Donc Donc faire confiance voilà, vraiment exactement. pour. La confiance, le respect sont des choses qui sont très très importantes. Du coup, Jérôme, c'est les valeurs dont tu parles, donc ces valeurs du sport, les valeurs dont on a parlé en entreprise ou pour l'équipe. Est-ce que c'est des valeurs que justement le sport t'a donné, ou est-ce que c'est des valeurs que tes parents t'ont inculquées, que tu avais déjà un petit peu initialement Bah, ce sont des valeurs effectivement que mes parents m'ont inculquées, que j'ai aussi dans mon caractère. Et que j'ai développé à l'intérieur de ma discipline. Parce que comme je l'ai dit, j'ai testé d'autres sports, mais je ne retrouvais pas ces valeurs-là dans ces sports. Donc naturellement, j'étais plutôt mieux au handball. Et justement, c'est quelque chose que j'essaye d'appliquer dans mon quotidien depuis que je suis adulte, et notamment dans toutes les choses que j'entreprends. Parce que pour moi, c'est important de travailler en équipe, de faire confiance, de déléguer les choses, tout en pilotant et en étant un petit peu le garde-fou. Mais voilà, j'aime beaucoup participer à des projets, quitte à en être un des leaders ou le pilote, mais travailler justement avec des gens où je sens qu'il y a du feeling, qu'on a des valeurs communes, de travail, d'abnégation, d'humilité, et où on sait où on veut aller, et on prend le temps d'y aller, même si bah, de temps en temps on a l'impression que ça va pas assez vite. Mais l'important c'est le chemin, c'est pas la finalité. Et finalement sur le chemin, on est tout le temps en train de s'adapter parce que bah, il y a des nouvelles opportunités, il y a des choses qui malheureusement disparaissent ou s'annulent, et on est tout le temps en train de changer un petit peu de cap. Mais en tout cas, on a le même objectif, et la finalité, c'est que bah, tout le monde soit épanoui et qu'on puisse bien travailler ensemble, quoi. Voilà, qu'on prenne du plaisir ensemble. complètement? Donc du coup, le handball représentait bien tes valeurs et Pour moi, ça oui, fait partie bien sûr. des choix qui ont, enfin des facteurs qui ont fait que tu es resté sur ce sport aussi. Exactement. Je pense que si, s'il y avait pas eu ces valeurs-là dans ma discipline, je serais peut-être parti dans une autre discipline qui m'aurait, un petit peu plus, correspondu, quoi. Voilà. OK, super. Par rapport à la gestion de l'équipe, donc toutes ces compétitions que tu as vécues, dans les vestiaires, comment ça se passe, notamment en tant que capitaine? Quand ça va pas, qu'est-ce que tu dis aux équipes? Quand ça va bien, qu'est-ce que tu leur dis? Comment vous fêtez vos victoires? Comment vous avez vécu vos défaites? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, à propos de En ça? règle générale, à la mi-temps, on essaie d'avoir des mots positifs parce qu'on sait très bien qu'on perd pas le match sur une première temps. Il y a encore beaucoup de temps derrière, soit pour rattraper le retard, ou soit pour éviter que l'adversaire nous rattrape. Et à la fin du match, bah, si entre guillemets, il y a défaite à l'arrivée, ben on essaye un petit peu de trouver les points positifs, en disant ben ok, on a perdu, mais ça a bien fonctionné. Donc Par plutôt, contre, oui, positif, ouais, voilà, voir plutôt le verre à moitié plein pour pouvoir continuer à avancer et bien garder sûr, de la ouais. confiance. Parce que notamment sur les compétitions internationales, quand on joue tous les 2 jours, si on commence à avoir la confiance qui est entamée, c'est très difficile après de pouvoir rebondir et Continuer essayer sur de une vague changer un peu positive, la ouais. mauvaise dynamique. Après, forcément, à la fin de la compétition, on prend le temps de se poser aussi pour bien analyser les choses et pas réagir trop à chaud. Donc, bah, quand on gagne, bah, on le fête, on le célèbre comme il le faut. Et j'avais un coach qui disait toujours, on s'entraîne et on joue comme un champion, et quand on gagne, on le fête comme un champion. Voilà, nous, on avait bien compris
Comment on comment ça se faisait ça? passait. Et après, bah, il y a eu quand même aussi pas mal de compétitions qui se sont terminées par des places d'honneur qui étaient parfois décevantes aussi par rapport au potentiel de l'équipe. Et là, ben, on sortait pour faire le point, vider notre sac, parce que c'est important aussi de se dire les choses. Parce qu'après, quand on repart en club, il peut se passer 2 mois, 3 mois avant de se retrouver en stage avec l'équipe de France. Et là, au moins, tu mets les choses à plat. Ça peut plaire, ça peut déplaire. C'est pas le sujet. L'important, c'est qu'on se dise les choses. Et après, On passe à autre on chose. passe à autre chose et on regarde vers l'avant et le prochain stage, la prochaine compétition. Mais au moins, il n'y a pas de choses qui restent latentes Ouais, bien sûr. et qui peuvent être après néfastes pour préparer la compétition qui viendra après, quoi. Faut dire les choses et garder un état d'esprit Alors, positif. bien évidemment, quand on dit les choses, il faut avoir une touche de bienveillance quand même, hein. Bien sûr, C'est ouais. pas un défouloir. Le but, c'est pas de dire c'est la faute d'un tel, d'un tel, d'un tel parce qu'ils ont pas été bons. Non, le but, c'est que tout le monde dise, ben, moi, mon ressenti, c'est que ben, on n'a peut-être pas été assez bon en défense ou sur certaines parties de match, on a eu des temps faibles ou des temps forts qui ont été trop marqués ou pas assez marqués. Peut-être que la cohésion était pas assez bonne sur cette compétition pour X raisons. Voilà, on essaye un petit peu d'avoir une analyse collective mais sans appuyer là où Bien ça fait sûr, mal ouais. individuellement, parce que c'est pas le but. Parce que ça, le staff, après, il s'en occupe à Oui, la oui, vidéo. j'imagine, Là, ouais. t'as pas fait ça, là, t'as pas fait ça, donc c'est pas Faut garder le un but, esprit voilà. d'équipe Donc et s'entraider les uns les autres aussi, voilà, quoi. vraiment l'important, c'est de se dire les choses, de passer à autre chose et de repartir vers l'avant ensemble, même si bon, voilà, ça reste une compétition ratée ou qui s'est pas soldée par une médaille ou un titre. Et puis voilà, il y en aura d'autres et l'important, c'est On ce qui se passe continue, quoi. devant, c'est pas ce qui a été fait derrière et d'ailleurs, on réagit un peu aussi, de la même façon, dans la période où on gagnait beaucoup. On gagnait, on disait: «Bon, ben OK, ça c'est fait, maintenant on regarde devant, parce que si on gagne la prochaine compétition, on aura fait ça, ça, ça et ça, personne ne l'a jamais fait». Donc on ne se contentait pas de ce qu'on avait déjà gagné, on se fixait à chaque fois des Des objectifs, objectifs, ouais. encore plus, On se importants, repose encore pas, plus forts, on enchaîne, difficiles, quoi. pour se dire à la fin, quand on regardera dans le rétro, ben, on sera fier de ce qu'on a réalisé et on pourra se dire, on a vraiment optimisé ce qu'on avait, quoi. Et je pense que, vu le nombre de médailles d'or du handball français, on a plutôt bien optimisé. Ouais. Bon, super. Du coup, pour finir cette interview, je vais te demander, Jérôme, si tu aurais une petite anecdote amusante. J'en ai beaucoup. Tu as beaucoup. Alors, il faut en choisir une en particulier qui ne serait pas forcément publique aujourd'hui, hein, mais tu pourrais nous raconter sur ta carrière ou que ce soit en équipe, en tant que capitaine, Hem, dans ta nouvelle vie avec le paddle. non, c'est vrai qu'il y a une anecdote, qui est rigolote de la fin des jeux olympiques de Londres. Parce que c'est vrai que, bon, c'est une période où on a beaucoup gagné, mais juste avant les jeux, on a participé au championnat d'Europe en Serbie, au mois de janvier. Et moi, à ce moment-là, je perdais ma maman et Nicolas Karabatic venait de perdre son papa. Donc nous deux, on n'a pas été très performants sur cette compétition et l'équipe dans son ensemble n'a pas eu le rendement habituel parce qu'on était déjà qualifiés pour les Jeux de Londres et que cette compétition-là, pour nous, Ça n'avait elle pas de nous sens. servait pratiquement pas à grand-chose, quoi. Voilà, Ok. c'était quelque chose, une compétition finalement qu'on De subissait plus, par le ouais. calendrier, voilà. Donc on n'a pas été bon. Et suite à cela, bah, les médias ont pas été très cool avec nous, en disant, voilà, ils sont finis, ils ont tous 34, 35, 36 ans, il faut qu'ils laissent la place aux jeunes, ils arriveront jamais à garder leur titre à Pékin, de leur titre olympique de Pékin. Et Claude Onesta et tout son staff se sont servis de cette communication médiatique pour nous faire monter un peu en puissance tout au long de la préparation, mais surtout quand on est arrivé au village. En fait, dès qu'il y avait un article dans l'équipe ou dans d'autres médias où justement ils dénigraient notre équipe, notre moyenne d'âge, notre niveau, etc., et qui doutaient de nos capacités, ils nous mettaient des photocopies d'articles comme ça sur les lits pour qu'on les lise et que ça nous donne de la motivation supplémentaire. Et finalement, ben, on a réussi à aller chercher ce titre-là. Donc, c'est un petit peu lâché sur l'après-finale. Et moi, personnellement, sur la soirée au Club France, ben, j'ai perdu mon accréditation. Ok. Et il faut comprendre que l'accréditation, c'est ta seule pièce d'identité quand tu es au jeu. C'est le seul moyen de rentrer au village. Ok. Donc, du coup, je ne pouvais pas rentrer au village pour récupérer mes affaires. Ok. Donc, j'ai été
récupéré par le CNOSF. Donc, j'ai dormi à l'hôtel dans le centre-ville de Londres. Même en tant que sportif, ils t'ont dit non, Ah non, impossible mais de c'est rentrer. impossible. Ah Il y ouais. a des millions de sportifs qui rêveraient de rentrer Ok, d'accord. Ouais. dans le village olympique, mais si tu n'as pas ton accréditation personnelle, tu C'est peux même avoir impossible. ton passeport, etc., prouver que c'est toi, ils te laissent pas Rien rentrer. à faire, ouais. Rien à faire. Donc, du coup, j'ai dormi à l'hôtel dans Londres et j'ai rejoint finalement mes coéquipiers à la gare le lendemain pour rentrer à Paris. Et c'est Thierry Omeyer qui m'a fait mes sacs et ramené Ok. ma médaille d'or pour que voilà, je puisse me Tu puisses quand même changer, la m'habiller récupérer. comme tout. Ouais, voilà. Donc voilà, c'est une anecdote assez rigolote parce que c'est la seule fois où vraiment j'ai un peu débordé et où il a fallu un petit peu Rattraper le coup, s'adapter sur le ouais. moment. Voilà, exactement. Effectivement, c'est une bonne anecdote. Ça laisse des bons souvenirs, ça, des jeux. Il y en a eu d'autres, hein, mais bon, celle-là était belle. Tu nous raconteras ça peut-être en off Oui, juste il après. faut avoir du temps. Et j'avais juste une dernière question pour toi. Aujourd'hui, il y a plein de jeunes sportifs qui ont plein de détermination pour poursuivre leur carrière. Qu'est-ce que toi, tu donnerais comme conseil à des jeunes sportifs qui justement donnent tout, qui n'ont pas des quotidiens faciles, qui font énormément de sacrifices pour leur carrière? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Le premier conseil, c'est de choisir sa discipline, celle qui vous passionne, qui vous fait lever le matin et avoir envie d'aller D'aller pratiquer. jusqu'au bout, ouais. Voilà. Alors, ça peut être n'importe quoi, hein, de la pétanque, du handball, du surf, ce que vous voulez, mais au moins avoir cette passion qui anime ce feu intérieur. Et après, forcément, du travail, de l'humilité, être à l'écoute des différents entraîneurs qu'on peut avoir sur son parcours. Regarder aussi beaucoup ce que font les meilleurs dans notre discipline pour s'inspirer d'eux, parce qu'on apprend aussi en regardant et par mimétisme, en essayant Complètement. de reproduire des choses. Si on en a l'occasion d'aller voir sur place des compétitions, parce que voir les athlètes à la télé, c'est une chose, les voir en vrai, ça en est une autre. Complètement. Et je pense que ce mélange-là fait que on a envie de travailler dur. Et en principe, le travail finit par payer. Alors, on ne devient pas tous meilleurs joueurs de sa discipline en France ou dans le monde. Mais en tout cas, c'est le meilleur moyen d'exploiter son propre potentiel, ses Potentiel, ouais. propres qualités. Et finalement, de s'épanouir en tant que sportif, mais aussi en tant que personne, parce que le sport fait qu'on rencontre beaucoup de gens, et notamment quand on a la chance, comme moi, de pouvoir aller évoluer à l'étranger, de voir tout ce qui se fait ailleurs et de prendre la mesure de la chance qu'on a de naître et de vivre en France. Donc voilà, je sais qu'il y a beaucoup de Français qui se plaignent, mais voilà, je les invite à voir ce qui se passe ailleurs et je pense qu'il y a moyen de relativiser. Donc le sport aide aussi pour ça et pour défendre aussi sa nation, son pays. Il n'y a plus vraiment aujourd'hui de guerre où on va au combat, mais le sport fait partie de cela et ça permet de bien représenter son pays. Ouais, d'avoir des valeurs quand même positives Complètement. autour de tout ça. Super. Merci beaucoup, Jérôme, pour Merci à toutes toi. ces réponses à ces questions. Et merci de ta présence aujourd'hui pour cette interview. Je pense que tout le monde aura hâte d'écouter ça, en tout cas. Et bien à la prochaine. Avec plaisir. Merci.